Chers amis, mesdames et messieurs, bonjour. Il y a juste un an, le 15 octobre 2020, Estro-Odéon essayait de comprendre la pandémie qui avait envahi nos vies. Avec tous les outils de la raison, de la médecine et de la science, alors à notre disposition, quelques mois après l'apparition du virus, eh bien, la France a réussi à faire d'énormes progrès et on a, on va dire, gagné beaucoup de victoires, mais pas encore tout à fait la guerre. Un an plus tard, nous avons choisi à Estro-Odéon de revenir vers les intervenants pour qu'ils nous disent ce qu'ils ont compris, pour qu'ils nous disent aussi s'ils se sont trompés. Bienvenue à François, Michel Katatrine, Éric Delaporte et Jean-François Delfraissy. Donc nous allons partager une table ronde pour envisager toutes les questions que le grand public se pose. Est-ce que François, vous voulez poser la première question? On voulait d'abord revenir sur le cas de l'Afrique, qui a beaucoup interrogé à la fois sur la prévalence, sur l'immunité, sur est-ce que la vaccination est nécessaire. Et donc je me tourne vers vous, Éric Delaporte, qui suivait cette question. Alors est-ce que l'Afrique est-elle un cas particulier dans cette pandémie? La réponse est clairement oui. C'est vrai qu'on avait annoncé un tsunami et apparemment les chiffres ne nous annoncent pas un tsunami. C'est-à-dire que sur les 240 millions de cas officiels déclarés au niveau de l'OMS, 8 millions seulement ont été déclarés en Afrique. L'Afrique, c'est 17% de la population mondiale. Donc derrière ce chiffre, la question était de savoir si oui ou non c'était seulement un sous-diagnostic ou s'il y avait quand même une diffusion importante du virus. Ce qui s'est passé sur cette année, c'est qu'il y a eu des enquêtes épidémiologique de séroprévalence, c'est-à-dire qu'on va rechercher les anticorps pour voir si les personnes ont été infectées ou pas par le virus de façon rétrospective. Donc des enquêtes ont été effectuées en Afrique avec des tests extraordinairement rigoureux. Le problème de la séroprévalence, c'est que des fois, on a des tests qui donnent des faux positifs. On a connu ça pour le VIH avec des chiffres qui ne sont pas forcément reproductibles et surtout fiables. Donc là, la nouveauté, c'est qu'il a été utilisé des tests fiables, des tests utilisant différentes parties du virus, ça c'est très important parce qu'il y a la spike du vaccin, mais il y a également la nucléocapside, donc avoir deux marqueurs, un peu, encore une fois comme le VIH, une sorte de confirmation de la séropositivité, et puis également utiliser des méthodes en population générale et non pas ciblées sur des sous-populations qui ne représentent pas. Et les premiers résultats de cette année montrent en population générale, en zone urbaine, des séroprévalences qui, après la première vague, étaient de l'ordre de 18 à 20%. Il faut bien voir qu'en France, après la première vague, on était à moins de 10% à Paris, par exemple. Donc on voit que le virus a beaucoup circulé, y compris après la première vague. La première vague s'est terminée il y a juste un an, en septembre de l'année dernière. Deuxième vague, au printemps de cette année, on est à 45%, voire 51% à Yaoundé. Vous voyez ? Donc Conakry, Yaoundé, là où on a fait des enquêtes, mais également d'autres études qui ont été faites au Mali, montrent qu'effectivement, en population générale, et l'étude du Mali est très intéressante parce que ce sont les mêmes personnes qui ont été étudiées, après la première vague, après la deuxième vague. Et ils sont passés de 16%, là aussi on retrouve ce chiffre de 16%, à plus de 60% en zone urbaine. Donc une diffusion massive, mais un impact qui reste moindre, et là on peut en discuter pourquoi un impact aussi différent. Justement, pourquoi cette prévalence si forte et apparemment moins de cas graves, même si on en a eu, moins de cas graves qu'on a connus, nous, dans nos pays? Alors, première chose, sur l'impact, bien sûr, on a des données sur la mortalité qui est moindre. Donc les facteurs, ils sont multiples, hein. Mais le premier, bien sûr, c'est la démographie. La population est extraordinairement jeune, puisque la médiane de l'âge en Afrique, c'est 20 ans. Chez nous, c'est plus de 42 ans. L'espérance de vie en Afrique est encore inférieure à 65 ans. Est-ce que cette prévalence a une conséquence sur la vaccination? Parce que beaucoup de gens disent qu'il faut que les pays du Sud soient vaccinés au même taux que les pays du Nord. Alors, oui, et en même temps, c'est compliqué. C'est-à-dire que l'équité, c'est que tout le monde ait accès au vaccin. Mais en même temps, il y a la réalité. On s'aperçoit qu'en zone urbaine, si 50% de la population a déjà été infectée, le problème se pose différemment que chez nous. Et donc, oui, il y a une mortalité qui est moindre, mais est quand même toujours trop importante par rapport aux systèmes de santé qui sont vite saturés, même si, parce que le nombre absolu est encore trop important. Donc oui, il faut vacciner, mais sans doute il faut vacciner de façon ciblée et pas de façon généralisée. Et ça, c'est un enjeu important pour l'année à venir, de définir la stratégie vaccinale dans les pays du Sud, orientée par la diffusion réelle du virus. C'est un challenge, mais je pense que c'est fondamental. Est-ce qu'on atteindra l'immunité collective ? Écoutez, quand on est déjà à 50% en zone urbaine, après la deuxième vague, c'est un peu cynique de dire ça, la troisième vague est en train de se terminer.
La troisième vague en Afrique était encore plus importante que la première et la deuxième vague. Donc on est en train de refaire ces enquêtes pour voir après la troisième vague si on est encore à un niveau supérieur. Mais quand on arrive déjà à 50% de séroprévalence après la deuxième vague, on peut se dire que ça monte de façon extraordinaire. Oui. Alors, toujours sur cette question des pays du Sud, une question sur l'accès. Donc, les dispositifs de dons et de doses qui sont en place, donc c'est peut-être Michel qui va répondre sur le COVAX dans le cadre du mécanisme Acte A, est-ce qu'ils sont efficaces ? Non, la réponse est non. Malheureusement, ils ne sont pas efficaces parce que COVAX, qui était au départ une belle idée, l'idée était que les pays du monde se mettent ensemble pour des achats groupés et donc des négociations de prix, et qu'ensuite, par un système d'emprunt, on puisse acheter en même temps des vaccins pour les pays à ressources limitées. Ce qui s'est passé, c'est que les pays riches se sont séparés de COVAX, sont allés acheter eux-mêmes leurs vaccins et ont finalement acheté le marché disponible. Et donc COVAX, dans sa dimension de vaccination des pays à ressources limitées, était à court de vaccins et est toujours à court de vaccins. Dans les derniers mois, on a vu un certain nombre, un accroissement des livraisons de COVAX, mais avec du vaccin chinois. Oui. Donc on est dans cette situation paradoxale où nos pays du Nord finance COVAX, qui achète du vaccin chinois, dont nous ne reconnaissons pas le certificat vaccinal pour les personnes vaccinées avec ce vaccin qui viendraient dans nos pays. Donc on est dans le désordre. Et pourquoi on achète le chinois ? Parce que les autres ne sont pas disponibles. Oui. Là, on est pratiquement à saturation de la capacité de production. Les choses vont changer, vont évoluer dans les prochains mois, mais puisqu'on parle des derniers 10 mois, n'est-ce pas, dans cette table ronde, c'était là la situation. On dit que, est-ce vrai, la France n'avait honoré que 7% en septembre de ses promesses de dons de doses. C'est vrai ou c'est faux ? C'est vrai, mais vous savez, c'est compliqué. Parce que, d'une part, il faut honorer au sens où on libère des doses, mais ensuite, il faut que ces doses arrivent à bon port. Il y a des mécanismes complexes d'importation, de certificats douaniers, de stockage, d'assurance. Et il y a 1000 questions bureaucratiques qui se posent. Et il y a malheureusement aussi des vaccins qui sont arrivés et qui sont restés sur le tarmac dans des conditions de conservation qui n'étaient pas bonnes. Donc oui, on est en retard, mais ce n'est pas si simple qu'on pourrait le croire, de transférer des doses qu'on aurait ici en stock dans les pays africains. Alors une question plus personnelle, puisque vous avez une grande expérience internationale, est-ce que les vaccins, d'après vous, doivent-ils être un bien commun ? Absolument. Les vaccins des pandémies doivent être un bien commun. On a entendu tout au long de la pandémie cette phrase « No one is safe until everyone is safe », n'est-ce pas ? Et c'est évident. C'est un bien commun ou un bien public commun. Et dans les réformes qu'il nous faut maintenant envisager, il faut qu'on aille dans ce sens. Le système actuel, au moment où nous parlons, où les pays riches achètent des doses vaccinales, que ce soit les États-Unis ou la France, et les redistribuent, c'est un système intenable pour l'avenir. Et intenable dans un monde multipolaire. D'ailleurs, on a vu les Africains tout de même dire, écoutez, nous n'avons jamais eu voix au chapitre. Les Africains n'avaient pas été consultés dans le design de COVAX. Nous avons vu les Chinois travailler de leur côté, les Russes travailler de leur côté. Il y a maintenant un vaccin cubain, il y a un vaccin au Kazakhstan. Il faut que le monde se mette ensemble et élabore des règles communes qui impliquent des modalités de partenariat public et privé et qui permettent une recherche et un développement qui aillent jusqu'à la distribution équitable et que ce soit pensé dès le départ et pas a posteriori comme ça a été fait maintenant. Vous aviez réussi un peu avec le Fonds mondial contre le sida où les traitements étaient devenus justement bon marché et accessibles, notamment en Afrique.
Et apparemment, on n'a pas réussi ça pour les vaccins. Parce que le monde ne s'est pas mis ensemble pour lutter contre le Covid. N'oubliez pas qu'on n'a pas encore eu une Assemblée générale des Nations Unies sur la question du Covid, 2 ans pratiquement après le début de l'épidémie. Ce n'est pas le cas du sida, bien sûr, en 2000, ce n'est pas le cas d'Ebola en 2014. Le Conseil de sécurité n'a pas pu se mettre d'accord sur une résolution. Donc on est dans un monde totalement fragmenté et il n'y a pas eu de coordination internationale de la réponse au Covid. Tout au long des mois, l'OMS a donné des recommandations. Elle a un peu pataugé au début, soyons clairs, sur les masques, sur les fermetures de frontières. Je crois que tout cela est maintenant derrière nous. L'OMS appuie les pays, mais les pays n'ont pas de financement pour construire leur système de préparation aux pandémies à venir. Je connais beaucoup de pays qui ont des plans construits, élaborés pour faire face à des pandémies futures et qui ne sont pas financés. C'est pourquoi il nous faut aussi un mécanisme, vous faisiez allusion au Fonds mondial, il nous faut aussi un mécanisme de financement de la préparation et de la réponse aux pandémies à venir, et il nous faut une gouvernance. Est-ce que le modèle du Fonds mondial que vous avez présidé, donc je rappelle que c'est le Fonds international de lutte contre le sida, est-ce que c'est un modèle qui pourrait servir d'exemple ? Je pense qu'il ne faut pas qu'on crée, à chaque fois qu'il y a un problème de santé qui arrive, qu'on crée une nouvelle agence. Les agences existent. Il y a Gavi sur les vaccins, le Fonds mondial a distribué beaucoup des équipements nécessaires à la réponse en urgence et peut financer les systèmes de santé. Ce qu'il nous faut, c'est une nouvelle source de financement qu'on évalue tous à environ 10 milliards par an. Ouais. Ce n'est pas grand-chose. L'épidémie a coûté 420 milliards à la France et 4 milliards de milliards au monde. Merci. Éric Delaporte. Oui, sur la réponse aux épidémies, je voulais apporter également des éléments qui portent à l'optimisme. Après l'épidémie d'Ebola, Jean-François était en première ligne en Guinée et Conakry. Pour faire le diagnostic en Guinée, entre le cas de décembre et la déclaration de l'épidémie, il a fallu 5 mois. Cette année, il y a eu une nouvelle épidémie. Il a fallu 48 heures pour faire le diagnostic sur place. Et donc, d'éteindre l'étincelle afin qu'il y ait l'incendie. Ça veut dire que les pays, si on leur donne les moyens, c'est possible. Et ça rejoint le point de Michel. J'entends bien ce que tu dis, Éric, mais ce qui s'est passé, n'oublions pas, avec Covid, c'est que la déclaration d'urgence sanitaire a été faite le 20 janvier, mais qu'en dehors de quelques pays d'Asie, personne n'a suivi. Alors on peut reprocher à l'OMS d'avoir pris 1 semaine ou 10 jours de retard, mais nous n'avons répondu en France que le 11 ou le 15 mars. Et le mois de février a été perdu partout. On a perdu du temps, Jean-François, au mois de février. On a fait ce qu'on pouvait. Non, en fait, ça ne m'intéresse pas, le passé. Moi, j'ai plutôt envie de vous parler de où nous en sommes et où nous allons. Et peut-être d'aborder un point sur l'Europe qu'on n'a pas discuté jusqu'à maintenant. L'Europe se situe finalement globalement dans une situation plutôt apaisée, comme la France en ce moment. On a du variant Delta partout en Europe, à plus de 95%. Et il y a une baisse de la circulation virale à peu près dans l'ensemble des pays. Pas tout à fait partout, et il y a une différence entre Europe de l'Ouest, Europe du Nord et une Europe de l'Est qui est à un niveau de vaccination qui n'est pas le même. Et d'ailleurs, on voit bien qu'on a des résurgences de niveau de circulation virale qui est plus important. Alors l'Europe a eu un départ difficile, hein, souvenez-vous, y compris critiqué dans les médias. On doit rappeler que l'Europe n'a pas dans ses fonctions de s'occuper de la santé pour avoir une vision globale de la santé européenne. Ça reste le rôle de chacun des pays. On a failli d'ailleurs pas avoir de commissaire à la santé. Hein. L'industrie pharmaceutique poussait beaucoup à avoir uniquement un commissariat à l'innovation, sans que le mot santé soit présenté. Vous vous rendez compte si on n'avait pas eu de commissaire de la santé lors de cette crise. Et il faudra en tirer des leçons. Et puis après, après ce début un peu difficile, l'Europe se situe finalement bien parmi les grandes zones du monde qui est probablement en ce moment le plus stabilisé. Pourquoi ? Parce que c'est là où il y a un niveau de vaccination
particulièrement élevés dans les pays d'Europe de l'Ouest, bien sûr, mais pas que, qui font qu'il y a une sorte de mur de l'Atlantique, entre guillemets, qui bloque la circulation du virus. Donc ça, il faut s'en souvenir. Après des débuts difficiles, la commande globale qui a été réalisée au niveau européen, qui a été beaucoup discutée, souvenez-vous, pourquoi la France ne commande pas, pourquoi les régions ne commandent pas directement, eh bien on voit bien l'intérêt finalement de cette commande globale avec une vision européenne qui fait qu'on se situe à un niveau intéressant. Mais il n'y aurait pas avoir une meilleure coordination de la lutte au-delà du vaccin, le fait que ça s'est pris un peu de temps quand même pour que les certificats, les passes vaccinaux soient reconnus. On a l'impression que l'Europe était peu préparée. C'est ce que disait aussi Michel Kazatchkine. Il n'y a pas de coordination européenne très forte, à part très importante, je le reconnais, sur l'achat des vaccins. Alors, oui, parce que ça ne faisait pas partie de ses fonctions. Et on revient à la même question que disait Michel. Il y a un problème de gouvernance. Et il faut qu'il y ait, à la suite de cette crise, qu'on s'interroge finalement sur les aspects de crise sanitaire, et peut-être pas que sanitaire d'ailleurs, mais en tout cas sur le sanitaire, puisque la santé ne fait pas partie du domaine réellement du pouvoir, entre guillemets, européen, de qu'est-ce qu'on veut mettre en place en termes de coordination européenne de réponse aux crises, et en particulier, pas seulement aux crises de ce type, mais d'avoir aussi une crise des maladies chroniques, c'est une forme de crise. Et donc, et la crise par rapport à l'accès à l'innovation et aux médicaments extrêmement coûteux qui vont arriver dans les années qui viennent, et aussi avec des éléments de réponse européenne. Moi, je reste un tout petit peu optimiste, hein, mais c'est d'abord ma fonction, mais en plus c'est mon caractère, et puis ensuite c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que la réussite de commande de vaccins peut anticiper de voir ce qui pourrait être monté dans les années qui viennent en termes de réponse par rapport à l'innovation, par exemple, avec une vision européenne. Oui, bien sûr. C'est en train de se faire, du reste. D'ailleurs, on va avoir un crash test. Hein. J'espère qu'on ne le verra pas. J'ai été optimiste en disant finalement qu'il y avait une circulation apaisée. Oui. Mais imaginons qu'on est dans les mois qui viennent. D'abord, une Europe à deux niveaux, c'est-à-dire une Europe de l'Ouest très vaccinée, puis une Europe de l'Est qui voit une circulation virale très très élevée. Quelle va être la réaction européenne ? Quelle va être la réaction des pays de l'Ouest ou du Nord par rapport à leurs collègues des pays comme la Slovénie, comme la Slovaquie, où on voit remonter de façon non négligeable la vaccination. Et puis si on a un variant, hein, l'hypothèse probablement la moins probable, mais qui peut arriver avec un variant muté et qui soit plus transmissible ou qui soit avec une forme de résistance au vaccin, quelle va être la position et la construction européenne maintenant qu'on sait ce qu'il faut faire. Donc là, il y aura bien un élément de réponse européen qui va être fondamental. Comment peut-on faire en sorte que la science diffuse dans la société ? Alors, j'ai évidemment pas les éléments de réponse. Surtout, j'ai été un acteur et j'ai encore les mains dans le cambouis, donc c'est difficile d'avoir un jugement, je dirais, raisonné sur le sujet. Mais enfin, je vais tenter de le faire. D'abord, c'est pas uniquement un phénomène français, contrairement à ce qu'on veut bien dire. Il s'est passé exactement le même type de polémique aux États-Unis, en Grande-Bretagne, par exemple, même en Allemagne. Dans ce pays très sage, entre guillemets, très coordonné, il s'est passé aussi beaucoup de polémiques. Donc c'est un phénomène qui est assez général et qui s'explique parce que c'est un phénomène, on a été dans une grande tension et on a été aussi, c'est comment finalement construire du conseil scientifique vis-à-vis des décideurs politiques dans un climat de grande incertitude scientifique. Parce que malgré l'open science, il y a des choses très simples sur comment on se contamine, là où on se contamine, le fait que les sujets asymptomatiques pouvaient contaminer alors qu'ils étaient strictement asymptomatiques, même regarder sur la discussion actuelle sur les vaccins, pendant combien de temps protège-t-il, faut-il une troisième dose. On voit bien que c'est une science qui est en mouvement, qui va beaucoup plus vite que d'habitude, qui va beaucoup plus vite que ce qui a été fait dans d'autres grandes pandémies qu'on a connues tous les trois. Donc il y a une accélération de tout ça et qui font que ce climat d'incertitude pousse à ça. Le deuxième élément, moi j'en veux énormément à une partie des médias. Je le dis très publiquement, je l'ai dit, en France en tout cas.
alors qu'évidemment, je suis un profond démocrate et pour une liberté de la presse et de l'information, mais une série de chaînes de télévision en continu qui ont joué un rôle majeur d'information durant la première période, ont commencé à dériver à partir de mai-juin 2020 pour rentrer dans le chiffre d'affaires. Juste pour défendre la profession, c'est comme certains médias. Les médias, ça ne veut pas dire grand-chose. J'ai bien dit des chaînes de télévision en continu. Il y a le monde et CNews, c'est pas pareil. Je n'ai pas précisé lesquelles, mais suivez mon regard. Et de créer, je dirais, non pas de l'information et de la construction scientifique, mais de créer au contraire du buzz pour le buzz, de la polémique pour la polémique, d'appeler X ou Y. Il y a évidemment un certain nombre de scientifiques qui n'auraient pas dû aller tout le temps dans ces médias, y sont allés. Et on crée une ambiance qui fait que le citoyen a été perdu. Qui était le spécialiste? Au nom de quoi telle personne prenait la parole? Souvenez-vous exactement durant la même période l'an dernier, en septembre ou en octobre, et vous aviez un certain nombre de gens qui affluaient sur les plateaux télé en disant « il n'y aura jamais de deuxième vague ». Qui étaient ces personnes? Elles ont disparu complètement et elles avaient bien la parole à ce moment-là. Donc c'est une complexité de l'information en période de crise sur laquelle il va falloir qu'on réfléchisse pour la suite. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'éducation à la fois des journalistes, parce qu'on a vu que certains racontaient, en tout cas n'avaient pas vérifié leurs sources. Est-ce qu'il n'y a pas un sujet d'éducation de la population sur la science, sur la recherche, sur la santé? Puisqu'on a vu, notamment par les médias, mais aussi sur les réseaux sociaux, alors on sait que les fake news courent beaucoup plus vite que les vraies informations, mais tout de même, est-ce que finalement la racine de ça, c'est pas la méconnaissance? Si, sûrement. Et on l'avait bien avant la crise Covid, par exemple, lors des États généraux de la bioéthique, était sorti ce point-là très fort, déjà de doute vis-à-vis de la science et dans ce triangle de la démocratie en santé entre le sachant, le citoyen, le décideur politique. On avait déjà senti, avant même la crise Covid, déjà les points d'interrogation qui pouvaient survenir. Là, ça s'est accentué. Il y a probablement une vraie réflexion à avoir. On peut s'interroger aussi quelle est la connaissance scientifique des grands décideurs politiques, qui est une vraie question. Vous avez 500 personnes qui dirigent la France et qui sortent d'écoles d'un certain type, et en particulier de l'ENA en France, qui n'ont très peu de formation en sciences. Contrairement à l'Allemagne, où la notion de docteur en sciences reste quelque chose de très particulier, ou dans d'autres pays. Alors, il y a un effet d'intelligence collective qui s'est monté. Ce sont des personnes qui ont très rapidement évolué et acquis les connaissances. Mais c'est un point aussi de base. Même chose au niveau des journalistes et même chose sur un certain nombre de nos concitoyens. Néanmoins, malgré tout ça, je reste là aussi très positif parce que c'est finalement, en étant très pragmatique, c'est le résultat qui compte. Et j'ai été très frappé par le fait que les Français, dont on nous a dit qu'ils refusaient, c'est entièrement faux. Ils ont accepté des mesures de contrainte et une atteinte aux libertés individuelles que nous avons préconisées dans une certaine mesure, parce qu'il était difficile de faire autrement, et ils les ont acceptées. Regardez finalement comment actuellement, là, en ce moment, le pass sanitaire ou l'acceptabilité de la vaccination s'est faite en dehors d'une série de personnes à la marge, mais qui restent à la marge, contrairement à ce que veulent bien dire nos médias. Qu'est-ce qui n'a pas été compris ou mal compris par les Français, spécifiquement sur la question de la vaccination, d'après vous, aujourd'hui, en octobre 2021, malgré tous ces bons résultats? Écoutez, d'abord, c'est extraordinaire, l'innovation a été extraordinaire. Qui aurait pensé avoir des vaccins aussi vite contre le Covid et surtout d'une efficacité de ce niveau de protection contre... C'est la collaboration publique-privée qui a gagné, là ? C'est beaucoup de choses qui ont gagné. Mais prenons les faits en soi. On a des vaccins qui sont terriblement efficaces pour prévenir, en tout cas, les formes sévères et les formes graves. Alors moi, je pense qu'il y a deux choses qui ne sont pas encore bien comprises des Français. Mais qui ont déjà été dites antérieurement, mais que je répète, c'est que la protection contre les formes sévères et les formes graves, elle reste très forte, plus de 90 ou 95%. Elle diminue un peu probablement chez les personnes âgées après 6 mois, mais elle reste très forte.
Par contre, la protection contre l'infection et la transmission, elle est plus faible d'abord, et ensuite elle diminue plus rapidement, et au bout de 6 mois, elle est plutôt de l'ordre de 45-50%. Donc il y a bien une différence entre les deux objectifs, prévenir contre les formes sévères et les formes graves, ou prévenir contre la circulation virale en population générale. Et ça, c'est un point vraiment très important. Un second point qui m'apparaît à éclaircir encore maintenant, c'est faut-il cette fameuse 3e dose, ou plutôt parlons d'une dose de rappel. Alors là aussi, soyons clairs, il la faut chez les personnes les plus âgées ou les plus fragiles 6 mois après leur dernière dose, de façon à restaurer une réaction immunitaire optimale. Par contre, pour l'instant, nous n'avons pas de données solides suggérant que cette 3e dose ou cette dose de rappel doit être donnée à des populations plus jeunes, avec une visée de limiter la circulation virale. On verra s'il faut le faire. Le groupe d'Alain Fischer verra s'il le décide dans les semaines qui viennent, mais ce n'est pas encore d'actualité. Voilà les 2 points, je dirais, qui demandent à mes yeux à être vraiment clarifiés là maintenant. Une question sur les enfants, peut-être. Oui, justement, entre pour les les enfants et les parents d'élèves, est-ce que les écoles sont vraiment le mot cluster a disparu, ça aurait été la cluster de contamination, et est-ce qu'il faudrait vacciner en dessous de 12 ans? Sur la rentrée des écoles de septembre 2021, nous étions au niveau du Conseil scientifique plutôt inquiets, mais inquiets dans un contexte de circulation virale élevée. Or, c'est la circulation virale avec le variant Delta, comme je l'ai indiqué, a chuté de façon très significative, plus rapide. Ça nous a surpris. Et ça nous a surpris, d'ailleurs, et ça nous a surpris. Nous ne l'avions pas imaginé comme tel. Comme ça a surpris, d'ailleurs, l'ensemble des experts au niveau européen. Et donc, finalement, la question se pose moins à l'école qu'elle aurait pu se poser éventuellement. Les adolescents en France ont été vaccinés à un très haut niveau. C'est probablement des pays d'Europe actuellement où il y a un des plus hauts niveaux, autour de 75-77% de vaccination entre 12 et 17 ans. Les données pour vacciner, éventuellement, pour poser des indications de vaccination chez l'enfant entre 5 et 12 ans ne sont pas encore disponibles. On aura des données, je dirais, non pas d'efficacité, mais pour vérifier que des doses plus faibles de vaccins mRNA à l'intérieur des vaccins sont capables d'induire une réaction immunitaire comparable à celle in vitro, comparable à celle qu'on observe chez l'adulte. Ces données devraient être disponibles pour le groupe de vaccins à peu près à la mi-novembre. Donc il y aura une discussion à ce moment-là, en fonction aussi de l'état de la pandémie et de l'état de la circulation virale. C'est une vraie question sur laquelle, par exemple, les différents pays européens n'ont pas tout à fait la même approche. On a beaucoup parlé d'observation sur le terrain, et notamment Didier Sicard, qui fait partie de notre comité scientifique, nous a dit eh bien, on aurait dû, dans les premiers jours, aller en Chine pour observer sur le terrain et en tirer des conclusions. Est-ce qu'on en a tiré des leçons? Est-ce que ça va se faire? La clé, c'est éviter que ça s'enflamme. Et donc, nos systèmes d'alerte, le plus précoce et les plus efficients. Ça passe par comme je vous disais, la communauté, des laboratoires de surveillance décentralisés, et les outils, nous les avons de plus en plus. Ça ne veut pas dire qu'on ne va pas passer à côté de quelque chose. Mais cette surveillance épidémiologique, communautaire et de laboratoire, c'est ça la clé. Et cette surveillance, vous diriez qu'elle s'est mieux organisée après cette pandémie? Est-ce qu'on a progressé? Clairement, c'est une priorité maintenant dans les efforts internationaux, c'est de reconstruire ce système de surveillance. Parce que dans les premiers jours du Covid, on était un petit peu à l'ère du fax, alors qu'on était dans l'ère digitale. Et les communications ont été assez lentes et complexe et bureaucratique. Il faut, à l'évidence, comme le dit Eric, à partir du moment où il y a un signal, une communication très rapide, une enquête rapide, et faire que l'on contienne le foyer d'émergence pour qu'il ne devienne pas une épidémie. Et si une épidémie, c'est-à-dire un foyer dans différents endroits survient, faire qu'elle ne devienne pas une pandémie comme ça a été le cas maintenant. Ça aurait été possible avec le Covid si la Chine avait agi autrement? Ah non. Ben non, non, la Chine a réagi fort et vite.
La Chine a réagi fort et vite. Elle a contenu l'épidémie avec des mesures drastiques, mais elle a contenu l'épidémie. En Chine. En Chine. Et encore une fois, mais Jean-François a raison, il ne faut pas qu'on revienne tout le temps sur le passé. Mais encore une fois, en Europe et dans la plupart des pays, on a réagi très tard. Alors maintenant, ironiquement, ce que l'on voit, et c'est une question très compliquée, c'est que les pays qui ont réagi très vite, en se murant et en ayant une stratégie qu'on appelait d'élimination, ces pays-là se trouvent maintenant coincés. Ils n'arrivent plus à réouvrir parce que murés, ils n'ont d'ailleurs pas vacciné suffisamment leur population. Et on a vu à Taïwan, à Singapour, en Nouvelle-Zélande, des alertes. Et donc, quelque part, près de 2 ans après, on a encore du mal à savoir s'il y a un choix à faire entre différentes stratégies, ce qu'on appelle la mitigation, ce qu'on appelle l'élimination. Mais les deux ont rencontré à terme des difficultés. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas plus reconnaître, les 3 professeurs de médecine, là on s'est trompé, notre science est imparfaite, parce qu'il y a peut-être une croyance naïve du grand public comme vous et moi, que vous savez tout. Et finalement, on s'est rendu compte que ce n'était pas vrai. Est-ce qu'il n'y a pas une façon pédagogique, y compris les politiques aussi, qui prennent des décisions sur la base d'informations qui étaient nécessairement incomplètes, je le comprends, et qu'il n'y a pas eu une réflexion parmi votre communauté médicale là-dessus? Alors, vous parlez là à 3 personnes qui ont déjà vécu beaucoup d'incertitudes, et en particulier la pandémie SIDA, alors que nous avions 35 ans de moins, nous a montré que pendant une période, la médecine avait une grande inefficacité, et nous a appris que écouter les patients, et pas seulement avoir cette vision de médecin, était quelque chose, et de construction commune pour sortir de la crise, était quelque chose de fondamental. Curieusement, 35 ans plus tard, les mêmes qui ont vieilli, mais qui se retrouvent à des postes plus décisionnels, ou en tout cas, sinon décisionnels, en tout cas de conseil, se sont trouvés vis-à-vis de cette pandémie dans une situation très, très difficile. Et à mes yeux, la démocratie sanitaire n'a pas été totalement au rendez-vous de cette réponse Covid. Et la vision des citoyens n'est apparue que vraiment dans un deuxième temps, et je le regrette. Ce n'est pas faute de l'avoir demandé, mais je le regrette. Encore que d'ailleurs en France, la France là aussi, ait su mettre en place une série de comités citoyens et scientifiques, indépendamment du comité national, dans un certain nombre de très grandes métropoles, et qu'il y ait de l'expérimentation qui se soit faite dans les territoires. Après, sur la notion même de questionnement scientifique, c'est comment construire en effet un conseil aux décideurs, et une fois de plus, les décideurs sont les politiques, ce ne sont absolument pas les scientifiques, dans un climat d'incertitude. Et c'est une vraie grande question. Il faut à ce moment-là admettre l'incertitude, ce qui est assez habituel chez les scientifiques, puisque le doute fait partie intégrante de la construction de la science. La médecine, à un moment donné, doit décider. Après le doute, on doit aller plutôt vers tel ou tel type de direction, mais ça fait partie intégrante de la construction, ce qui n'est pas forcément le cas, je dirais, des décideurs politiques, qui sont moins habitués au doute et qui souhaitent, pour des raisons de timing, décider plus ou moins rapidement. Mais donc c'est une construction commune et un échange commun qui doit faire qu'on doit partager le doute ensemble. Et puis le dernier point pour répondre à votre question, et je laisserai les autres s'exprimer, c'est qu'en effet, il faut être capable aussi de reconnaître nos erreurs et de reconnaître ce que nous avons éventuellement bien fait par certains côtés ou mal fait pour d'autres. Je citais tout à l'heure le fait que nous n'avions pas prévu, par exemple, dans un contexte immédiat, la chute très rapide de la circulation virale du variant Delta, durant ce mois de septembre et le mois d'octobre. Une autre erreur qui restera pour moi un des grands points de cette pandémie, c'est lors de la première vague, j'y reviens quand même, c'est par exemple la décision que nous avons fait prendre sur quelque chose de très serré dans la politique dans les EHPAD en France, mais ça a été également le cas dans les autres pays européens, qui était nécessaire. Si nous n'avions pas fermé
et avoir une attitude extrêmement dure sur les EHPAD, on aurait eu une hécatombe dans les EHPAD. Et il y a eu quand même 38 000 décès en France, mais ça aurait été beaucoup plus lourd. Mais à l'inverse, à partir d'avril et de mai, eh bien, au nom de la santé, on a probablement diminué de l'humanité. Et on doit, ça restera dans un de mes grands points d'interrogation, comment nous avons pu, au nom de la santé, laisser une certaine forme de manque d'humanité se produire pour nos plus anciens. D'autres commentaires ? Évidemment, je partage totalement ce que vient de dire Jean-François, mais j'aimerais ajouter que anticiper sur des pandémies, ce n'est pas seulement anticiper sur la science de la probabilité de survenue, de l'anticipation scientifique, des modèles d'alerte, c'est aussi anticiper sur les conséquences sociales et économiques, et que la santé n'est pas qu'un problème de santé, si j'ose dire. La santé est un problème sociétal, et trop souvent, quelque part, dans les pays, la santé est parquée dans un ministère de la Santé, où elle est parquée dans le système des Nations Unies, précisément à l'OMS, alors qu'on a vu avec cette pandémie que les inégalités se sont creusées entre les pays, à l'intérieur des pays, que les gens qui vivaient sans couverture sociale ou qui vivaient au jour le jour dans l'économie informelle, d'un jour à l'autre, ont été ruinés. Et quelque part, ce que cela nous apprend, c'est que l'anticipation est une anticipation scientifique et médicale, mais aussi une anticipation sociale sur la construction de systèmes de protection sociale à travers le monde. Et je crois que ça, c'est un énorme chantier qui va s'ouvrir au décours du Covid. Merci, chère personnalité, d'avoir répondu à notre question, à toutes nos questions. On pourrait dire, en conclusion, qu'il faut accepter que tout cela prenne du temps, beaucoup de temps, de ne pas chercher la perfection et de savoir prendre des risques. Nous espérons que nous avons contribué avec l'association Esrodéon à répondre à un certain nombre de vos questionnements, à corriger des idées reçues. N'hésitez pas à nous faire part de vos commentaires et nous vous donnons rendez-vous en 2022. Merci beaucoup.